que vous avez déjà regardé dans les yeux un SDF? Moi, je n'y arrive pas. Il y a quelque chose qui bloque. Je pense qu'il y a différentes choses qui nous mettent tout à fait mal à l'aise dans cette situation. Par exemple, rien que le nom qu'on leur a donné me semble stigmatisant. Et c'est une catégorie de gens, dès qu'on catégorise, on est mal à l'aise. Je ne les appelle pas, pour moi, SDF, je les appelle des Diogènes. Ça donne directement une autre dimension au problème, à leur statut. On leur donne ce préjugé favorable. C'est un philosophe, c'est quelqu'un qui a choisi le dénuement, de choisir de vivre dans la rue avec le minimum, est quelque chose qui aura une valeur qui nous permet peut-être d'avoir un autre rapport avec une partie de la population des villes. Il se fait que le droit au logement est inscrit dans les institutions, dans les lois internationales, dans la Constitution belge, et qu'elle n'est pas appliquée. Il se fait que ça contribue à nous rendre mal à l'aise vis-à-vis de notre environnement. Notre environnement, la ville, l'endroit où ils vivent, est devenu quelque chose qui a avancé à une très très grande vitesse, qui est maintenant surtout des bâtiments qui sont des grandes boîtes insipides, inodores, incolores, sans dimension, sans état d'âme, sans rapport humain qui permettent de se situer dans un environnement comme ça. Avant, la ville médiévale, elle avait ce côté humain. L'homme trouvait sa place. Il y avait une poésie, les vieilles pères parlaient, il y avait une histoire, etc. En détruisant ces structures, mais tout en gardant encore des traces, on est mal à l'aise dans un environnement comme ça. Et cela contribue évidemment à placer les gens qui y vivent dans des situations qui sont assez difficiles. On a éventré les rues pour faire rentrer le plus de voitures possible. Et quand on regarde la ville, on voit plus les voitures et les boîtes que les gens, que le vivant. Évidemment, dans cette manière de travailler sur la ville, les cicatrices, les blessures sont multiples. Est-ce qu'il ne faut pas commencer à essayer de redonner une échelle, une place à l'humain dans ces univers tellement rébarbatifs? Donc, parmi les laissés pour compte dans l'urbanisme, dans les rues, il y a souvent les coins. On a démoli une partie de l'édifice urbain pour agrandir, pour mettre un métro, pour faire un virage, pour faire quelque chose comme ça. Et cette démolition laisse ces cicatrices d'endroits qui ne sont jamais investis. Or, le coin, c'est quand même un endroit important dans la ville. C'est la pierre angulaire de l'édifice urbain. Quand la pierre angulaire est effondrée, c'est l'ensemble de l'équilibre qui est perturbé. Alors, il y a déjà de ça pas mal de temps, plus de 20 ans, j'ai imaginé retravailler sur ces espaces et leur donner une valeur ajoutée de poésie, de qualité de vie, en réintroduisant le vivant, le végétal et la faune dans ces endroits. Et j'ai commencé à dessiner toutes sortes de compléments, de manières de donner un espace qui nous reconnecte sur les saisons, sur cette portion de nature qui est tellement absente dans la ville. Voilà par exemple un coin qui n'a jamais été investi. On dirait la rencontre de deux bâtiments venant en sens inverse qui sont télescopés à cet endroit, et c'est l'accident de la ville. Mais il y en a partout comme ça. Donc j'imagine créer à ces endroits des portions de nature recomposées. Mais ce n'est pas recomposé en imitant la nature au premier degré. Là, on montre comment était ce coin, comment était cette portion de nature, et surtout le matériau naturel de la ville, c'est-à-dire ses déchets. Donc ce que vous voyez là, ce n'est pas comme faisaient les rocailleurs au début du siècle, en essayant d'imiter le plus possible, on évoque.
une grande cascade qui évoque évidemment une portion de nature. J'ai fait beaucoup de dessins, des dizaines de coins comme ça, recomposés, ou d'autres espaces que des coins, des grands murs, qui me permettaient de réintroduire cette dimension poétique et cette échelle humaine, peut-être, dans les lieux qui sont, pour moi, vraiment en déshérence. Évidemment, maintenant, bien plus tard, 20 ans après, je me suis rendu compte que je pouvais y rajouter une dimension humaine encore plus importante, celle des laissés-pour-compte dans la ville. Et l'idée est de rajouter dans ces espaces-là un endroit qui permettrait aux Diogènes de venir s'installer et de loger dans un endroit respectable. Un endroit qui est prévu pour leur donner une allure, quelque chose qui leur correspond. Bon, ce n'est pas des habitations, ce ne sont pas des petites boîtes hermétiques, c'est quelque chose qui leur appartient peut-être plus. Donc ici, j'ai pensé d'abord aux habitations de Hobbit, quelque chose qui a ce côté sympathique et attractif qu'il peut avoir et qui est peut-être un peu plus près de leur manière de fonctionner. Et puis, je me suis rappelé qu'il y a quelques dizaines d'années, j'avais déjà expérimenté ce genre de choses dans la forêt. J'avais construit ce petit pavillon pour très peu d'argent, avec des matériaux de récupération. Ça coûtait 2 000 à 3 000 euros, pas plus, mais il était très bien isolé. Tout était excessivement bien fait. Et puis, la poésie qui se dégage de ça est quelque chose qui est valorisant. On leur donne un espace qui est chargé d'intention et d'émotion qui leur permet peut-être plus de se reconstruire et de contribuer à cette renaissance. Pour moi, la renaissance, elle vient de reprendre contact et reprendre pied dans la réalité, mais aussi dans un environnement naturel. Il n'y a rien de plus intéressant pour pouvoir se reconnecter, à mon avis, que des environnements comme ça. Alors j'ai imaginé toutes sortes de projets maintenant qui incluent ces petits refuges dans une architecture particulière, spécifiquement faite pour eux. Ici, il s'agit de travailler avec des arbres palissés parce qu'ils créent une géométrie qui permettrait de correspondre au front bâti, au bâtiment, et de s'inscrire dans quelque chose qui est assez architecturé. Mais on peut imaginer plein d'autres projets. Et pour moi, la multiplicité de ces projets font que je peux montrer que le concept est riche et permet à chacun de trouver un type d'habitation qui correspond à à leurs besoins. Donc ici, comme vous pouvez le voir sur l'ensemble de ces propositions, ces logements sont chaque fois placés en hauteur. Et faire monter un escalier et se placer à la hauteur de la frondaison des arbres est quelque chose que je trouve important, parce que ça leur donne une opposition vis-à-vis du restant de la ville. Ça permet à eux d'avoir un regard différent, mais à nous aussi de les regarder d'une autre manière. Et puis vous voyez, là en dessous, il y a des boîtes aux lettres, il y a leur nom. Donc les gens, on commence à avoir une identité. C'est plus des sans-domicile fixe, ils ont un logement. Et ils ont un bail, ils peuvent rester là le temps qu'ils gardent le lieu propre et correct. S'il est dégradé, automatiquement, on le mettra à leur place quelqu'un qui sera respectueux de l'environnement, tant bâti que celui qui est non bâti. Un matériau de construction que je voudrais utiliser pour ça, c'est la terre paille. C'est un matériau formidable. On prend la terre à l'endroit presque où on construit, enfin, dans les environs, et on peut construire avec quelque chose qui est isolant, qui est respirant et qui vient de l'environnement. Avec une structure en bois, on est tout à fait encore plus lié au vivant, donc on est encore plus respectueux de l'environnement. Ces petits logements, mais ils sont très petits, 24 mètres carrés, c'est pas grand-chose, mais ça permet de mettre tout ce qui est nécessaire pour une personne ou deux, avec leur chien, bien entendu, parce que dans les propositions qu'on leur fait, quand on veut les accueillir dans des centres, dans des vastes endroits où ils sont logés dans des dortoirs ou dans des petites cellules, ils ne peuvent pas venir avec leur chien. C'est leur meilleur ami. Comment est-ce qu'ils peuvent faire pour trouver un équilibre dans un environnement qui ne leur convient pas? Ici, ils sont libres d'occuper ça
à leur façon, ils ont la clé. C'est eux qui décident quand ils y vont, quand ils n'y vont pas. En mettant deux l'un au-dessus de l'autre, on économise des matériaux, de la place, et puis deux, c'est pas un ghetto sur un pignon dans un coin quelque part, ça ne contribue pas à détériorer un environnement, au contraire, parce qu'ici, évidemment, chacun des logements s'accompagne d'un jardin avec une faune aussi. Mais des oiseaux, évidemment, des nichoirs, toutes sortes de choses qui peuvent aussi contribuer à donner cet élément de vie dans nos villes qui manquent tellement de cette humanité, de cette empathie vis-à-vis des gens. Et créer des lieux d'aménité, ces lieux qui sont faits pour transmettre quelque chose dans l'ensemble de l'environnement, qui soit dans la qualité des rapports humains, est pour moi une chose véritablement essentielle. Le logement que vous voyez ici, mais il est un peu plus grand, il fait 32 mètres carrés, donc il pourrait loger, je ne sais pas, une famille avec 2 enfants, par exemple, et il peut bien s'appliquer à un terrain de forme triangulaire. On trouve plein de terrains de formes tout à fait différentes, et c'est chaque fois essayer de répondre le mieux possible à cet environnement précis. Mais il n'y a pas que les pignons. La ville génère aussi toute une série d'autres espaces qui ne sont pas affectés à quelque chose de particulier. Je pense aux talus qui se trouvent le long des voies de chemin de fer, parfois des zones de recul, des choses comme ça, qui sont boisées, mais qui pourraient très bien contenir quelques petits refuges. Et puis il y a aussi les énormes réserves foncières qui sont autour des bretelles d'accès aux villes, aux autoroutes, qui contient des terrains très très importants et qui ne sont pas non plus utilisés. Dans ces terrains-là, on pourrait très bien mettre des sortes de refuges, là aussi de toutes sortes de formes différentes. Et il peut varier du plus petit, ici un minimaliste, 5 mètres carrés, quelque chose comme ça, mais avec à côté un autre petit refuge pour toilette, douche, qui soit aussi accessible à ensemble d'une population qui habiterait dans un environnement comme celui-là. Ce sont des choses qui ne coûtent pas très cher. Il y a une étude qui a été faite aux États-Unis qui montre que le coût social, environnemental, etc., de laisser des gens dans la rue est plus important que celui de les loger. Des habitations comme ça seraient à un coût très modique pour la société. Et en voilà un plus grand pour 5-6 personnes qui pourra avoir chaque fois une forme qui est adaptée à l'environnement dans lequel il se place. Ici, ce serait un environnement plutôt ouvert et qui donnerait cette noblesse aux gens qui vont l'occuper. La ville qui reconnecte, la ville qui met en relation les gens, mais c'est un projet de ville qui n'existe pas actuellement, on va vraiment dans le sens tout à fait contraire. Et c'est pour ça que je trouve tellement important aujourd'hui d'enrayer ce processus et d'aller dans un sens qui va donner cette humanité qui nous manque tellement. Pour réaliser ce beau projet, je ne le fais évidemment pas seul. Cette idée m'est venue comme ça, simplement en baladant dans la rue, mais on a constitué avec quelques amis un comité de pilotage qui est fait avec quelques spécialistes de cela, sociaux, Housing First, qui s'occupe de donner des logements justement à ceux qui en manquent ou sans logis, puis avec Infirmières des rues, avec la Ligue des optimistes, etc. On est tout un groupe de gens qui cherchent à faire atterrir le projet, à réaliser un premier prototype de 1 ou 2 logements à un endroit, à Bruxelles ou ailleurs, on verra où on peut trouver un lieu, et le présenter aux politiques dans un projet un peu ficelé, où on leur dit, voilà, on a la partie sociale qui va s'en occuper, etc. On a le terrain,
on a le financement pour pouvoir le faire, il faut juste votre accord. Il faut votre appui pour que ça puisse se réaliser. Ce projet, pour moi, est quelque chose qui est très important parce que la poésie qu'il doit y avoir dans la ville et cette manière de nous connecter à l'ensemble du vivant est une chose qui est complètement fondamentale. La renaissance de l'individu qui est en difficulté, mais quel qu'il soit, il sort d'une maladie dans un hôpital, c'est aussi un environnement naturel qui est le plus propice à lui redonner les bases nécessaires à ce qu'il puisse se rétablir. Il se fait que nos hôpitaux, malheureusement, on ne les prévoit pas beaucoup comme ça. C'est aussi des boîtes aseptisées. Moi, je pense que nous avons trop vite pris une distance vis-à-vis de ce que nous sommes réellement. Nous sommes des êtres biologiques et la Terre est un vaste organisme vivant. Moi, je pense que l'endroit dans lequel nous devons vivre doit être connecté avec l'ensemble du vivant. Et à ce moment-là, on pourra commencer à se sentir bien, à se sentir dans un environnement qui nous ressemble et qui interagit vis-à-vis de nous. Tous les problèmes que nous avons créés à force d'aseptiser et de créer un environnement artificiel, c'est que ça a engendré de multiples problèmes qu'on ne peut pas résoudre, de violence, d'agressivité, de manque de communication. On est rentré dans un monde de plus en plus virtuel et l'enracinement à une chose aussi importante que la Terre est quelque chose que nous avons oublié dans nos cités. Ici, c'est un projet qui est vraiment basé sur la renaissance par la reconnexion. Merci de votre attention.